Tu es vraiment sûre d'avoir tout vu dans K-pop Demon Hunters? Parce que si je fais bien mon taf maintenant, dans les prochaines minutes, tu ne verras plus jamais Rumi, les Saja Boys, la Honmoon et même le fandom de la même façon. Vraiment. Ça, c'est pas une vidéo de résumé, c'est pas l'histoire complète, c'est pas un react. Aujourd'hui, j'ouvre un dossier avec 8 vérités cachées qui étaient sous ton nez depuis le début, mais que le chaos de musique, de chorégraphie et de fangirlage total t'a empêché de connecter. Et je te préviens déjà, la dernière change complètement la façon dont on entend de la fin et le futur de cet univers, donc reste avec moi jusqu'au bout, parce que ça vaut trop le coup. Avant tout, salut, moi c'est Léna, ici c'est notre petit coin de fans obsédés par K-pop Demon Hunters, et la règle est simple, on part du principe que tu as déjà vu le film, ok? Du coup je ne vais pas réexpliquer qui est qui comme si c'était la première fois. Le but de cette vidéo, c'est justement que tu revisionnes mentalement chaque scène pendant que je décortique tout ce qui était caché entre les lignes. Si à un moment tu as envie de mettre sur pause et de revenir à une scène après, parfait, c'est exactement ce que je veux. La première vérité cachée, elle est sur Rumi et pour moi c'est la plus importante de toutes. Le film montre super clairement que son parcours est une énorme métaphore du coming out. Pas seulement parce qu'elle est mi-démon et qu'on lui a appris à cacher ça, mais parce que tout autour d'elle tourne autour de la honte et du secret. Sa voix lâche quand elle essaie d'être parfaite, quand elle tente d'être l'idole que tout le monde attend, pas quand elle assume qui elle est. Quand Rumi finit par chanter sa propre vérité, sans filtre, sans masque, c'est comme si la honte qui l'a bloquée depuis toujours se transformait en force. Le film est en mode « Le problème, ça n'a jamais été ce que tu es, le problème c'est qu'on t'oblige à le cacher ». Et ça touche énormément de gens qui regardent un coup l'écran et se disent « Ok, j'ai jamais combattu de démon, mais je sais trop ce que c'est de cacher une partie de moi ». Et là on enchaîne avec la deuxième vérité, qui est sur la Honmoon. Ne vois pas la Honmoon juste comme un pouvoir magique trop joli qui flotte autour du stade. C'est littéralement la connexion réelle entre les chasseuses et les fans. C'est comme si tout ce que le fandom ressent, soutien, amour, attente, peur, jalousie, haine, se transformait en énergie visible. Quand Rumi se ment à elle-même, quand les filles s'éloignent, quand le public est manipulé par les Saja Boys, cette connexion se fissure. Quand elles chantent ensemble, vulnérables, en assumant tout ce qui a mal tourné, la Honmoon revient beaucoup plus forte, jusqu'à atteindre cette forme multicolore à la fin, avec plein de couleurs différentes qui se mélangent. C'est pas juste pour faire joli, c'est le film qui dit « Plus les histoires des personnes connectées par cette musique sont diverses et vraies, plus ce chant qui protège tout le monde devient puissant. » La troisième vérité cachée habite chez les Saja Boys. Si tu les as vus juste comme un boy group méchant mais stylé, t'as raté la moitié du délire. Ils sont presque la version matérialisée du côté le plus sombre de l'industrie du K-pop. Ce visuel tout mignon au début, avec couleurs pastel, sourire parfait, tout super cute, devient de plus en plus bizarre, plus sombre, plus agressif, à mesure que leur vraie intention se révèle. Leurs chansons parlent de dévotion aveugle, d'idole qui veut être adorée à n'importe quel prix. C'est totalement l'opposé de Shun TRX, qui chante la peur, le doute, l'identité, l'amitié. Le combat final, ce n'est pas juste des épées, de la magie et des cris démoniaques. C'est de la musique honnête contre de la musique manipulatrice. Et le plus fou, c'est que même en étant les méchants, ils sont super charismatiques. Et c'est exactement ça le danger. Tu rentres pour le côté brillant, et quand tu t'en rends compte, tu es déjà en train de te faire bouffer. Quatrième vérité, les costumes et les couleurs hurlent tout le temps, sauf qu'on est trop occupé à crier sur les chorés. Le costume doré de Rumi pour le grand show de la Golden Honmoon, c'est pas juste un look iconique, c'est le symbole du rêve de perfection absolue. L'idole parfaite, la performance parfaite, la guérison parfaite pour tout le monde, à condition qu'elle continue à cacher son côté mauvais. Quand ce costume est déchiré devant les caméras et que sa marque de démon apparaît, ce n'est pas juste un moment de honte, c'est l'effondrement de cet idéal impossible. En même temps, les Saja Boys font le chemin inverse. Ils commencent mignons et commerciaux et finissent en hanbok noir, presque faucheur, dans Your Idol. Si tu fais attention, la palette de couleurs de tout le film raconte l'histoire de masques qui tombent, autant du côté parfait de Rumi que du côté cute des Saja Boys. La cinquième vérité, c'est ce mélange de culture pop avec tradition spirituelle. Le film ne s'assoit jamais pour tout expliquer avec une voix de prof, mais c'est super clair que les guerrières ne sont pas juste des idoles avec des pouvoirs random. Ce sont les héritières d'une tradition ancienne, de gens qui chantaient et dansaient pour gérer les esprits, la honte, la culpabilité, la douleur. Aujourd'hui, ça devient chaud, lumière LED, fan cam, stage en remise de prix, mais la racine est toujours là. C'est presque comme si les chorégraphies de Poon TRX étaient des rituels modernes, emballés au format clip.
Et ça parle très fort à ceux qui vivent ce conflit d'identité. Je suis trop tradi ou je suis trop pop. Le film répond, tu peux être tout ça en même temps. Ta culture, ton histoire, ton ancestralité, rien de tout ça ne t'empêche de monter sur scène, de mettre des paillettes, d'apparaître. Au contraire, c'est ça qui rend ton art puissant. La 6e vérité cachée, elle est dans l'amitié de Rumi, Mira et Zoé. K-pop Demon Hunters aurait pu prendre le chemin facile de l'amitié parfaite de poster, mais ils ne l'ont pas fait. Le film montre une amitié qui casse, qui fait mal, qui devient moche. Quand les deux découvrent les secrets que Rumi cachait, il n'y a pas un pardon instantané juste parce qu'on est un groupe yay. Elles sont vraiment blessées, elles s'éloignent, elles se disputent. C'est inconfortable à regarder parce que ça ressemble trop aux disputes de nos propres amis, pas à un drama de personnages de film. Et le gros message caché là-dedans, c'est « Même la famille que tu choisis peut te décevoir ». La différence, c'est ce que tu fais après. Quand Rumi arrête d'essayer d'être parfaite et admet ses erreurs, quand Mira et Zoé reconnaissent quand qu'elles aussi se sont éloignées et ont fait mal, là oui, l'amitié renaît et la honeymoon revient encore plus forte. Pas parce qu'elles sont parfaites ensemble, mais parce qu'elles sont honnêtes ensemble. La 7e vérité, elle concerne Guima lui-même. Oui, c'est le roi des démons, mais regarde bien la façon dont il agit. Il se nourrit de honte, de haine, de cette sensation de ne pas avoir sa place. Il grandit quand la foule ressent de la peur, quand les fans sont manipulés, quand Rumi croit qu'elle est un monstre juste parce qu'elle est qui elle est. Guima, c'est presque la personnification de cette petite voix intérieure ultra cruelle qui dit « Tu ne mérites pas d'être émerveillé si tu montres qui tu es vraiment ». Le sort qu'il lance sur la galère aux Idol Awards, c'est bien plus qu'une attaque magique. C'est une avalanche de pression, de culpabilité et de honte qui paralyse tout le monde. Sa défaite commence au moment où Rumi remonte sur scène et expose exactement ce qu'il utilisait contre elle. Elle chante ses origines, sa peur, tout ce qu'elle a caché. Et quand tout ça est mis en pleine lumière, le pouvoir de Guima commence à s'effondrer. Le film dit littéralement que l'antidote de la honte, c'est la vulnérabilité. Et là, on arrive à la 8e vérité cachée, qui est la façon dont le film se termine sans vraiment se terminer. La nouvelle honeymoon, maintenant multicolore, n'est pas juste plus jolie que la dorée. La dorée, c'était le sommet d'un rêve de perfection contrôlée. La multicolore, c'est le résultat du chaos. Secrets exposés, amitié brisée et reconstruite, fans manipulés puis libérés, démons affrontés devant tout le monde. C'est une honeymoon qui accepte que chaque personne là-dedans porte une histoire différente et fait quand même partie du même champ de protection. Le sacrifice de Jinyu rentre pile là-dedans comme une pièce clé. Il vient d'un endroit de culpabilité, de peur et de pacte, et finit dans un moment de choix, en essayant de réparer les dégâts. Le film ne donne pas une réponse totalement fermée sur son destin. Il laisse des indices, une ambiance douce, amère, presque comme s'il disait « Calme, l'histoire de ce perso n'est pas finie ». Et c'est pareil pour tout l'univers. Guima a été vaincu, oui, mais sa nature est millénaire, et la logique même de la honeymoon montre que si cette connexion s'affaiblit à nouveau, des brèches peuvent se rouvrir pour de nouveaux dangers. Alors, à la fin de la vidéo, je me tourne vers toi et je te demande laquelle de ces vérités tu avais déjà captée et laquelle vient de t'exploser le cerveau. Tu avais remarqué la différence entre la honeymoon dorée et la multicolore. Tu t'étais rendu compte que les Saja Boys sont quasiment un énorme commentaire sur la partie la plus toxique de l'industrie? Ou la métaphore du coming out de Rumi ne t'a frappé que maintenant? Dis-moi tout, parce que j'ai vraiment envie de savoir comment ce film résonne en toi. Et si tu es arrivé jusqu'ici, mon défi c'est re-regarde K-pop Demon Hunters en mode enquêtrice. Fais attention aux couleurs, aux tenues, aux paroles des chansons, aux regards silencieux. Tu vas voir que ce n'est pas juste un film d'idoles qui se battent contre des monstres. C'est une lettre d'amour et de confrontation sur qui on est vraiment quand les lumières de la scène s'éteignent. Au final, la vraie honeymoon, c'est nous, le fandom, qui gardons cette histoire vivante à chaque fois qu'on appuie sur play encore une fois.